Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce nouveau live du rectorat de Grenoble. Nous allons partager avec vous un certain nombre de conseils, de recommandations concernant l'épreuve de philosophie du bac qui arrive dans quelques jours. Je suis Madame Nantais Christine, inspectrice de philosophie pour l'Académie de Grenoble, et je suis accompagnée par un collègue professeur qui va se présenter à vous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce live. Je suis Irène Debost, professeure de philosophie au lycée Vaugelas de Chambéry. Bienvenue à tous. Nous commencerons par vous présenter de manière assez rapide, puisque ça ne sera pas nouveau pour vous, les attendus principaux des deux épreuves, les attendus communs des sujets qui pourront vous être proposés. Nous reviendrons plus en détail sur les attendus de chacun des deux sujets, puis vous parlerons de la gestion des épreuves, mais aussi de la préparation à ces deux épreuves, et nous terminerons enfin par les questions liées à l'évaluation. Et on souhaite la bienvenue à Tiffany, ancienne élève du lycée Vaugelas, qui va témoigner pour vous aussi de son expérience du baccalauréat et de l'épreuve de philosophie de l'année dernière. Bonjour. Alors, c'est attendus communs. Bonjour. Alors, concernant les attendus communs aux trois sujets qui vont vous être proposés, vous savez que vous aurez deux sujets de dissertation et un sujet d'explication de texte au choix, bien sûr. Donc, il s'agira pour vous de construire une réflexion argumentée, rigoureuse, et d'interroger philosophiquement soit la question de dissertation, soit le texte de longueur tout à fait raisonnable que vous aurez à étudier. Donc, il vous est demandé de conduire un raisonnement argumenté et de travailler ce que nous nommons les concepts ou notions de la manière la plus fine possible et d'élaborer progressivement le problème dont il est question dans ces sujets. Vous composerez à l'écrit, donc il faudra autant que possible soigner l'expression et également la rigueur dans le développement que vous proposerez. Concernant la dissertation, Madame Debost va vous préciser un certain nombre de points. Alors, quelques précisions, mais que bien sûr les professeurs ont déjà délivré à leurs élèves. Il faut bien lire le sujet. Parfois, on a des candidats qui substituent un mot à un autre, un terme qui leur conviendrait mieux. On lit bien le sujet, on souffle et on prend le temps de définir les termes du sujet au brouillon. Et après, on peut constituer aussi sur une feuille de brouillon ce qu'on peut appeler son garde-manger. Quel concept j'ai, quelle notion, quel auteur, quelle référence, éventuellement, quelle citation, quelles sont mes idées, quels sont les exemples pertinents que je vais pouvoir utiliser pour la réflexion. Donc ça, c'est ce premier moment, au fond, qu'on pourrait dire de brainstorming. Et puis, on examine aussi les différentes pistes qui permettent de répondre au sujet et ces pistes qui vont éventuellement rentrer en tension. Il pourrait sembler que ceci soit une bonne solution, mais que cela en soit une autre peut-être encore meilleure. Et c'est ce qu'on appelle au fond problématiser, mettre en tension des pistes qui répondent de manière différente au sujet et avec des nuances, un questionnement, un effort pour argumenter. Quand on a fait ce travail pour la dissertation, on cherche évidemment des exemples pertinents, car la philosophie, c'est cette discipline, certes, qui est abstraite, mais qui pense notre vie concrète. Si je parle du bonheur, à quel plaisir je vais pouvoir penser, ou à quelle expérience heureuse je vais pouvoir penser, à quelle définition du bonheur, à quel exemple, donc, et quel exemple je vais pouvoir utiliser. Donc, ce sont des éléments de culture générale
qui sont un véritable apport pour le traitement de la dissertation. Et puis après, il va s'agir bien sûr de préparer son plan, son cheminement, en vue de donner une réponse à la question posée au terme d'un cheminement qui est également important par les différentes phases qui ont été parcourues, parfois de doutes, de critiques, des pistes qui ont été envisagées de prime abord. Madame Nantais, vous voyez un complément à apporter sur ces conseils sur la dissertation? Non, vous avez dit l'essentiel, si ce n'est qu'effectivement, tous les moments dans la première heure de travail sur le sujet sont vraiment capitaux et nous en parlions tout à l'heure ensemble. C'est vrai que l'analyse du sujet ne doit pas être négligée. Ouvrez-vous des pistes conceptuelles de manière à parvenir à saisir les enjeux et les ou le problème essentiel posé par ce sujet. Voilà, pour la dissertation, là, vous avez eu des conseils à grands traits, mais qui sont fondamentaux. Et pour le texte, vous voulez bien donner quelques conseils? Oui, alors pour le texte, en quelques minutes, c'est un peu difficile, mais quoi qu'il en soit, ce qui ressort, c'est que ce texte doit faire l'objet de toute votre attention à l'occasion de plusieurs lectures qui n'ont pas toutes d'ailleurs le même objet. Mais lire le texte, c'est entrer dans la pensée d'un auteur, éviter de plaquer des connaissances, et une culture philosophique qui pourra certainement vous aider, mais faites les lectures les plus personnelles possibles, les plus libres possibles. Ne plaquez pas vos connaissances pour faire dire aux auteurs autre chose que ce qu'ils disent. Prenez le temps de lire, prenez le temps également d'aller sur ce qu'on pourrait considérer comme des détails et qui à juste titre peuvent en être, mais des détails justement significatifs, importants. Ne cherchez pas absolument lors de la première ou deuxième lecture à identifier la thèse du texte comme vous le faites assez souvent, ça peut être rassurant, mais en fait, il faut avoir lu, parcouru, être entré dans les cheminements de la pensée de l'auteur pour en définitive dégager la thèse. Donc n'ayez pas cette obsession de trouver très rapidement la thèse, est-ce que vous appelez également souvent les parties au moment du texte. Laissez-vous aller à la dynamique propre de la pensée de l'auteur et puis élaborer, quoi qu'il en soit, le problème, élaborer conceptuellement votre réflexion et demandez-vous, certes, ce que dit l'auteur, mais essayez de percevoir aussi ce qu'il fait. Par faire, j'entends quel acte de discours. Est-ce qu'il réfute? Est-ce qu'il illustre une idée? Est-ce qu'il est en train de définir? Et ces aspects-là de ce faire de discours, de langage, est vraiment important aussi pour vous. Il va vous permettre d'identifier différentes étapes et différents moments du raisonnement. Et puis, effectivement, et vous l'avez dit, travaillez au brouillon, notez vos idées de manière progressive, n'hésitez pas à élaborer, à construire le brouillon de manière à garder toutes vos idées en tête et à donner du sens finalement aux propos de l'auteur. Voilà, c'est un peu court, mais on aura le loisir au moment des questions peut-être de revenir sur certains aspects. Il y a une chose aussi que j'ai soin de dire aux élèves pour éviter le défaut de la paraphrase, hein, de s'attarder vraiment sur les termes du texte et de les définir. Qu'entend l'auteur par libre arbitre, par expérience, par le terme de faculté? L'homme a des facultés. Hein, qu'est-ce qu'une faculté? Donc on ose poser des questions au texte et ce qui rend vivant aussi l'explication de texte, c'est le fait eh bien, de questionner l'auteur et de se demander au fond pourquoi il dit cela, comment il fait cela, quel terme il emploie. Alors maintenant, comment se préparer à cette épreuve qui est peut-être un motif de stress pour certains d'entre vous? Vos professeurs vous l'ont dit. Bien sûr, il faut aller à votre cours, qui est votre maison philosophique.
revoir les grandes idées. Hein. Certains font des fiches, après les élèves font des manières diverses de retenir et de mémoriser. On retient les grandes idées du cours et on retient vraiment ce qu'on appelle une culture générale philosophique, le lexique philosophique ici, et les auteurs qui viendront en appui pour votre réflexion, qui viendront illustrer votre réflexion et montrer que vous pensez pas seulement tout seul, mais avec ceux qui vous précèdent. Puisque faire de la philosophie, c'est aussi porter, charrier avec soi les grands auteurs qui ont pensé ces problèmes universels de l'existence humaine sur lesquels vous avez travaillé cette année avec vos professeurs. Sur la gestion du temps pendant l'épreuve, alors c'est aussi une chose un peu stressante. Il me semble très important de prendre quelques minutes pour respirer, pour regarder les 3 sujets. Peut-être certains d'entre vous ont des sujets préférés. Ah, moi, c'est surtout la disserte. Ah, moi, c'est surtout l'explication de texte. Eh bien, vous êtes préparés pour les 2 types de sujets, sur le texte et sur la dissertation. On prend le temps, on souffle, on lit le sujet et surtout, on écrit son sujet sur la feuille de brouillon pour ne pas se tromper de mots. Donc vraiment un premier temps de respiration et de presque de méditation sur les 3 sujets qui sont proposés au choix et qui concernent les différentes parties du programme. Et puis après, commençons un brouillon et on se donne entre 1 heure et 1 heure 30 pour la dissertation, travailler le sujet, élaborer une introduction, une problématique, des pistes en tension et un plan. Qui va être voilà, le mouvement même de la réflexion jusqu'à la conclusion qui donnera une réponse au sujet. On ne va pas rester dans le vague, on ne va pas ouvrir et si tout d'un coup l'homme pouvait faire cela, on va répondre à la question qui est posée courageusement. Et donc on prendra 1 heure, 1 heure 30 pour ce premier travail de brouillon et d'organisation de la réflexion avec ce qu'on appelle l'élaboration d'un plan. Il est conseillé ensuite de se mettre à la rédaction au propre pour avoir 3/4 d'heure, 1 heure par partie, selon que l'on fait 2 ou 3 parties. Est-ce que vous voyez, Madame Nantais, un complément pour cette organisation du temps? Alors, en vous écoutant, j'aurais souhaité revenir sur la préparation elle-même. Nous remarquons que nous sommes dans l'ère que j'appellerais du fichage. Nous faisons des fiches un peu sur tout. Réfléchissez bien aux méthodes de révision que vous utilisez. Ne fichez pas absolument tous les cours de l'année. Ce qui vous inciterait à l'apprentissage par cœur, à une mémorisation parfois un peu mécanique et qu'on cherche au moment de l'épreuve à rentabiliser, à savoir à restituer pour montrer qu'on a appris un grand nombre de choses. Ça me paraît un peu aller à l'encontre des objectifs de l'épreuve où on vous demande de mobiliser certes une culture philosophique, des repères que vous connaissez certainement et qu'il est encore temps d'ailleurs de regarder d'un peu plus près. Vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont été travaillés, vous pourrez peut-être réutiliser, si ça n'est pas le cas, c'est pas forcément gravissime, mais appropriez-vous la culture philosophique qui est la vôtre et qui est celle de votre année de cours. Et si j'avais autre chose à dire là-dessus, mutualisez. Travaillez avec vos camarades, échangez, partagez, travaillez peut-être à l'écrit, par exemple sur les repères, inventez des exemples ou des cas qui vous paraissent pertinents, lisez ces cas à vos camarades, travaillez vraiment ensemble, c'est en général ce qui fait le plus baisser l'anxiété qui peut être la vôtre et qui en même temps permet de s'entraider, de vraiment travailler ensemble. Pour la gestion du temps, oui, lisez bien les 3 sujets, ne renoncez pas à un sujet sans l'avoir quand même parcouru et vous être interrogé. Et puis après, on a l'habitude de donner ce conseil, je crois qu'il est assez pertinent. Une fois que vous êtes embarqué en quelque sorte dans le travail, ne revenez pas là-dessus, ne revenez pas sur votre choix. Allez au bout et faites de votre mieux. Oui, bon, vous avez beaucoup de conseils très féconds. Et alors, en ce qui concerne l'évaluation des copies de bac, cette évaluation qui vraiment est l'objet d'interrogation et d'inquiétude pour les élèves, comment est-ce qu'elle est organisée? Alors,
L'évaluation en philosophie utilise toute l'échelle des notes, hein, de 0 à 20, même si voilà, le 0 est quand même quelque chose de rarissime, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en philosophie, il est tout à fait possible d'avoir une bonne note, voire une très bonne note, et le 20 n'est pas attribué aux élèves qui ont quelques mois d'initiation au questionnement philosophique, seraient devenus Kant, Hegel ou je ne sais qui, mais nous attribuons de très bonnes notes aux très bonnes copies d'élèves de terminale. Donc, n'ayez pas une ambition démesurée ni une angoisse injustifiée à propos de ce qu'il convient de produire. L'évaluation pour le bac est un travail collectif des professeurs de l'académie qui vont se réunir à 3 reprises pour certains d'entre eux et à 2 reprises pour l'ensemble des correcteurs, à savoir qu'il y aura des réunions locales de professeurs à Valence, à Grenoble et à Chambéry, et il y aura des coordonnateurs d'épreuves qui, eux, auront déjà une première réunion. Nous discuterons, à partir de copies tests que nous aurons sélectionnées, de ce qu'il paraît possible pour un élève de terminale de faire sur tel et tel sujet. Nous examinerons bien sûr les 3 sujets. Ensuite, les professeurs se réuniront localement et enfin, il y aura une réunion d'harmonisation des notes en fin de travail de correction. Les professeurs, tout au long de la correction, échangent entre eux, travaillent sur des copies de manière collective et je vous dis tout ça pour vous dire que la correction en philosophie n'a rien d'arbitraire. Nous avons des critères qui sont définis et que nous travaillons de manière collective. Merci Madame Nantais. Alors, on a la chance d'avoir Tiffany avec nous. Tiffany, est-ce que tu peux nous dire, toi qui maintenant est en première année de médecine, comment tu t'es préparée l'année dernière à cette épreuve de philosophie? Comment tu as travaillé et comment le jour de l'épreuve, tu as organisé ton écrit? Alors, avant l'épreuve, ce que j'essayais vraiment de faire, c'était vraiment de connaître les concepts, de pas forcément les savoir mot pour mot, mais d'être capable de les réexpliquer dans ma tête. C'était ça le plus important pour moi. Et j'essayais aussi de retenir les œuvres et de pas faire de fautes d'orthographe sur le titre des œuvres. Ça aussi, je pense que c'est des erreurs que les profs ils aiment pas voir. Et voilà, j'essayais quand même d'apprendre mes cours au fur et à mesure. Là, je sais pas quand est la date exacte des épreuves, mais je pense que même si vous l'avez pas fait, c'est possible. C'est possible si vous êtes allé en cours, vous serez vraiment capable de ressortir des concepts si vous les avez compris. Juste soyez capable de les réexpliquer. Voilà. Et après, pendant l'épreuve, ce que je faisais, c'est que en lisant le sujet, je posais vraiment le sujet et j'essayais de m'imaginer des parties dans ma tête et je prenais une feuille de brouillon par partie. Bon, c'était pas très écologique, mais j'utilisais que les rectos des feuilles et je les mettais en paysage et je faisais un trait au milieu. Et à droite, j'écrivais mes idées, ce que je pensais et avec des exemples. Voilà. Et à gauche, les références avec le cours, donc les concepts ou les auteurs ou les œuvres. Et comme ça, je pouvais faire des liens avec et toujours avoir. Mais je commençais d'abord par mes idées, mes propres idées, avant de rajouter des références pour pas que ça fasse trop catalogue. Voilà. Et ensuite, donc après que j'ai sorti toutes mes idées, que j'en avais plus qui me sortaient de la tête, je refaisais un tri à la fin parce qu'il y avait des choses qui me venaient en tête mais qui n'étaient pas forcément pertinents. Et du coup, je refaisais une vision sur mes 3 fiches parce que je faisais souvent la dissertation, donc j'avais souvent 3 parties. Et je refaisais un tour de tous mes brouillons et je barrais ce que je considérais comme pas intéressant.
Et je faisais attention aux liens que j'allais faire avec les références de mon côté gauche de la feuille pour être sûr que ça va ensemble. Et voilà. Et donc avec tous les arguments de près, là, j'attaque le plan détaillé. Et donc, je fais attention aussi au choix des paragraphes que je vais mettre en premier ou en deuxième ou en dernier. Parce que je mettais généralement les arguments les plus intuitifs en premier. Et voilà. J'essayais de faire mon plan, j'essayais vraiment de le faire très carré, très clair, que même si par exemple je suis plus très concentrée, je suis capable de continuer à écrire à partir de ce que j'ai marqué dans ce plan. Et voilà. Et ce plan, j'essaie de le finir maximum au milieu de l'épreuve, même si des fois c'est dur d'avoir fini un plan bien détaillé au bout de 2 heures. J'essayais d'accélérer vers la fin. De toute façon, il y avait tous mes arguments sur le brouillon et je pense que même si on est un petit peu chaud sur le temps, on est capable d'accélérer si vraiment on a pris le temps de réfléchir et de pas bâcler le plan à la fin quand même. Ensuite, au niveau de la rédaction, j'essayais de mettre pas mal de connecteurs logiques. Je pense que pour la fluidité, pour la structure, c'est pas mal. Et en plus, on en connaît tous plein et du coup, c'est facile d'en mettre. Et le connecteur, je pense qu'il va vraiment aimer voir que c'est fluide et structuré. Et voilà. Et peut-être un dernier conseil, c'est que il faut pas bâcler la relecture, même si on est sur le temps. Je pense que c'est vraiment important de quitte à accélérer vers la fin pour se laisser le temps de relire chaque mot. Parce que ça serait vraiment dommage que le correcteur il soit un petit peu fâché et qu'il vous enlève peut-être un point de moins à cause de fautes d'orthographe, même si votre copie elle est superbe. Hein, mais voilà, essayez déjà de ne pas faire de fautes d'orthographe sur les œuvres. Ça, je pense que c'est important. Et après, si vous avez du mal avec l'orthographe, essayez de corriger ce que vous pouvez. Et voilà. Et dernier conseil aussi, c'est que je m'accordais une pause à la fin du plan détaillé. Parce que je pouvais plus réfléchir à la fin et c'était dur de se lancer dans une autre tâche après 2 heures environ de pure réflexion. Donc ce que je faisais, c'est que je regardais plus ma copie, je buvais un coup et je pensais plus à l'épreuve. Mais ça durait pas longtemps, maximum 5 minutes, mais je l'avais déjà fait au bac blanc pour voir comment je gérais et au final j'ai fait ça le jour d'épreuve et je trouvais que j'avais bien géré mon temps et voilà. Et en résumé, si je pourrais vous donner les derniers conseils, c'est de bien lire son sujet, vraiment le comprendre, le décomposer. Après, en deuxième, respecter la méthodologie. Vos profs, ils vous donnent de très bonnes méthodologies, il faut vraiment l'appliquer. Faut pas faire, moi je pense comme ça, donc je vais le faire. La méthodologie, c'est vraiment important. C'est vraiment la base de votre copie. Et voilà, maîtriser les concepts clés du cours et expliquer ses idées clairement. Voilà. Très bien, merci. Merci Tiffany. C'était riche votre point de vue. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions maintenant qui vont être posées. Je veux bien prendre la première. Alors, l'un ou l'une d'entre vous nous demande s'il est nécessaire de faire un plan, aussi bien pour la dissertation que pour le commentaire de texte. Alors, il s'agit vraiment d'une explication de texte et non d'un commentaire qui pourrait être un peu plus éloigné du texte. Donc, bien sûr, il faut faire apparaître un plan, ou tout du moins, que votre réflexion soit organisée, rigoureuse. Aussi bien pour la dissertation que pour l'explication de texte, en sachant que
Pour la dissertation, vous êtes libre d'organiser votre réflexion comme vous l'entendez, mais elle doit être organisée. En revanche, pour l'explication texte, les étapes sont celles du raisonnement tenu par l'auteur. Vous devez suivre l'ordre du texte, mais il s'agit bien également d'un plan. Et oui, tout à fait. Je vous rejoins. On suit dans sa linéarité le texte et on voit comment l'auteur progresse d'une idée, une première idée ou une première proposition, à une nuance, à éventuellement une objection. Donc, au fond, il y a autant de grandes étapes dans le texte que de grandes étapes dans votre travail. Et un des défauts, au fond, des copies de bac, c'est d'écrire au fil de la plume. Et donc, il est très important de baliser effectivement son cheminement dans la lecture du texte par un plan détaillé. Et c'est autant d'étapes qui sont des appuis pour vous qui êtes peut-être en stress. Ah ben, je fais un premier point, c'est la ligne 1 et 2, et j'ai surligné sur mon texte les mots sur lesquels je vais devoir m'arrêter, que je vais devoir définir. Donc, on répond, n'est-ce pas, favorablement à cette question. Bien sûr, il faut faire un plan pour l'explication de texte. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On peut répondre encore à vos questions. On sera content de pouvoir éventuellement satisfaire à quelques questions ou peut-être apaiser quelques inquiétudes, même si vous vous adresserez à vos enseignants aussi avant l'épreuve. Quelques derniers conseils, ils ne manqueront pas de vous en donner. Oui, effectivement, n'hésitez pas à retourner vers vos professeurs, même si les questions que vous avez peut-être à poser vous paraissent un peu ridicules en fin d'année, elles ne sont pas ridicules, c'est votre épreuve. Les professeurs sont toujours là pour vous aider et on vient dire une question, par exemple, sur les connecteurs logiques. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt en début d'année qu'on traite cette question-là. Non, ça ne fait pas trop scolaire. Au contraire, comme Tiffany vous l'avait dit, un propos clair, rigoureux, s'appuie sur des connecteurs logiques. Vous mettez de cette manière-là en évidence les étapes de votre raisonnement. Alors évidemment, il faut qu'ils soient adaptés, mais au contraire, ils viennent structurer le propos et le rendre plus clair. Une structure, moi, qui me semble tout à fait pertinente, peut-être en serez-vous d'accord, c'est le si alors. Si l'on admet que cette première position est satisfaisante, alors on devrait admettre la conséquence suivante. Et donc le si alors, en conséquent, c'est pourquoi nous pouvons d'ores et déjà annoncer que présenter l'argument selon lequel. Donc, n'hésitez pas aussi à vous montrer en train de penser. Nous pensions de prime abord que cela, nous pensons maintenant, éclairés par une première partie, que donc c'est pas trop scolaire. Et je dirais que la philosophie n'a pas peur d'une structure un peu scolaire. C'est une manière d'éclairer ses arguments, de les présenter, et ce qui n'empêche nullement la nuance, la critique et ce qu'on appelle aussi le dépassement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut utiliser une référence philosophique sans utiliser le nom d'un philosophe si on ne s'en souvient pas, Madame Nanté? Oui, tout à fait. La culture philosophique n'est pas faite uniquement de références à des auteurs. Par culture philosophique, on entend les concepts, les notions propres à certaines thématiques que vous avez traitées. On inclut dans cette culture philosophique ce que nous nommons les repères, j'en ai parlé tout à l'heure, et toute référence d'auteur est bienvenue si. Alors, moi, j'introduirais quand même quelques conditions. Si il est pertinent, judicieux de la mobiliser au moment où vous le faites. Si vous la maîtrisez un tant soit peu. Il n'est pas utile d'écrire, par exemple, Platon a vécu dans l'Antiquité, c'est peut-être un exemple un peu exagéré, mais et de ne rien en dire d'autre. En revanche, quand vous mobilisez une référence, il n'est pas nécessairement utile d'aller jusqu'à la citation, ce qui vous contraindrait à en apprendre un certain nombre, à vouloir absolument les reprendre dans votre devoir. Si vous en connaissez, faites-le.
Si vous introduisez des citations, commentez-les, expliquez-les plutôt d'ailleurs que simplement les commenter. En revanche, si vous avez perdu le nom de l'auteur, ça n'est pas gravissime et c'est tout de même une culture philosophique que vous mobilisez. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui pose une autre question là. Est-ce que pour le commentaire, le plan, donc c'est une explication de texte, hein, c'est pas un commentaire, c'est une explication de texte. Le plan, comment les explications par les figures de style, quoi la thèse et pourquoi fonctionne. Alors, j'ai envie de dire non, non, comme on vient de dire, c'est une explication de texte où on suit vraiment littéralement, de manière linéaire, hein, les étapes du texte. Alors, aussi bien en introduction, bien sûr, on se demandera quelle est la question à laquelle l'auteur répond, quelle est l'idée forte qu'il va défendre, qu'il va poser, et puis quelle est son argumentation. C'est effectivement ce qui se passe dans une introduction, où on présente le texte, d'où il est extrait, quel est son problème, quelle est la thèse et quel est son mouvement. Éventuellement, on peut déjà dégager les enjeux, même si on peut se penser aussi que les enjeux, on peut les dégager au fur et à mesure et en conclusion. Hein, les enjeux, c'est pourquoi il était important, au fond, que ce texte soit écrit et quelles sont les idées importantes qui y sont énoncées. Mais sinon, pour le plan de l'explication de texte, c'est un plan qui suit l'argumentation du texte de manière linéaire. Un texte philosophique n'est pas un poème où les mots se font en écho, le premier vers répondrait ou le dernier vers répondrait au premier. Les textes qui sont aussi choisis pour les bacheliers sont des textes qui sont charpentés et qui sont assez clairement ordonnés. Madame Nanté, vous voulez rajouter? Oui, et puis vraiment sur la question des figures de style, attention, la figure de style a été choisie par l'auteur et elle apporte d'ailleurs nécessairement quelque chose de plus, hein, de plus d'ailleurs qu'une touche de style. Souvent, il y a beaucoup de finesse dans la manière dont les textes sont écrits, mais vous ne faites pas une explication littéraire. Donc, ce que je dirais, c'est que si vous pouvez interroger philosophiquement la figure de style, alors oui, travaillez-la. Si en revanche, elle n'a pas d'autre effet qu'un effet stylistique, il n'y a pas d'intérêt particulier à travailler les figures de style. Même chose pour l'explication de lexique. Attention, il ne s'agit pas dans l'explication de texte, alors vous l'aviez dit tout à l'heure, ni de paraphraser, ni de traduire, ni d'expliquer un lexique ordinaire, mais d'interroger philosophiquement l'extrait qui vous est proposé. À savoir que finalement la question, au-delà du comment, hein, c'est sur la question du comment que l'on est lorsque nous travaillons les métaphores, il s'agit plutôt d'interroger avec un pourquoi. Pourquoi l'auteur fait-il cette distinction entre deux concepts qui, à première vue, semblaient très proches? Quel est l'intérêt de faire la distinction? Vers quoi cette distinction le mène-t-il? Comment l'utilise-t-il? Donc, interroger philosophiquement le texte dans sa linéarité, c'est ce que l'on attend de vous, avec le degré d'approfondissement auquel vous pourrez prétendre. Alors, est-ce que c'est grave si on ne connaît pas de citation particulière? Mieux qu'une citation sûrement. Alors, si la citation est là, pourquoi pas, mais c'est une référence. Je dirais qu'une citation, ce n'est pas des paillettes qu'on va déposer dans une dissertation. On voit parfois je pense donc je suis tout au long des copies sans explication ou sans que cette citation soit référée à une démarche du philosophe Descartes ni même reliée au sujet. Donc on ne met pas des paillettes pour épater le correcteur, mais on peut faire une référence qui va venir en illustration, qui va venir enrichir, apporter de la culture générale à sa réflexion. Alors, est-ce qu'on a des conseils pour lire en complément du cours avant l'épreuve pour élargir sa culture? Madame Nantet, est-ce que vous voulez donner ici des conseils? Moi, je vous déconseillerais toute forme de littérature parascolaire qu'on appelle les annales. Parce que vous avez eu des cours pendant l'année, vous avez travaillé, vous avez eu des devoirs. Les professeurs de philosophie ne peuvent pas traiter tous les auteurs de toutes les époques et ils font forcément des choix.
retournez vers les textes que vous avez travaillés avec eux. Choisissez de petits extraits dans vos manuels, travaillez-les, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs avec des camarades, présentez-vous de petits extraits que vous expliquez, travaillez les sujets de dissertation. Mais moins une quinzaine de jours avant l'épreuve, je n'irai pas à la conquête d'une nouvelle culture. Je crois que vous avez suffisamment de matériaux à travailler sans qu'il soit nécessaire d'aller vers des choses nouvelles. On pourrait la questionner, Tiffany. Est-ce que vous avez lu un parascolaire, des fiches toutes faites pour votre épreuve? Non, pas du tout. Moi, je me suis vraiment basée sur le cours et je pense que le prof, il va vous donner vraiment ce qu'il y a d'important à savoir. Et puis, même si on fait du parascolaire, je pense que peut-être qu'on n'aura pas tout saisi. C'est mieux d'avoir un prof avec soi pour comprendre les notions. Voilà. Profitez de poser des questions à vos professeurs. N'hésitez pas. Même si vous avez peur, au pire vous le faites à la fin du cours. Moi, je me rappelle au lycée, j'avais vraiment pas peur de poser des questions et je pense que ça m'a aidé pour toutes les matières. Et le prof, il est là et ça lui fera plaisir de répondre à vos questions. Ça va pas l'embêter de partir 5 minutes après. De prendre 5 minutes de récré, c'est pas grave, il est là pour vous, le prof, vraiment. Merci Tiffany, votre témoignage, il est très important parce que vous parlez depuis votre expérience. Alors, est-ce que si on explique la thèse du philosophe sans citation, est-ce que ça suffit, Madame? Tout à fait, oui, oui. Ce qui est important, c'est ce que vous tiendrez comme propos explicatif sur une thèse. Et s'il n'y a pas de citation, comme vous le disiez très bien, nous ne sommes pas dans un concours de paillettes et c'est votre travail, votre approfondissement sur ce qui vous est proposé qui est important. Moi, je vous dirais juste en petit mot de conclusion que l'institution, en fait, a jugé bon d'attribuer 4 heures pour cette épreuve. Prenez le temps de travailler. Prenez plaisir, si c'est possible, au cours de cette épreuve. Faites de votre mieux. N'ayez pas d'ambition surdimensionnée. Ayez tout de même de l'exigence vis-à-vis de vous-même. Et cette épreuve est aussi une préparation de votre vie d'étudiant. Et vraiment, prenez plaisir à travailler. C'est comme ça que vous ferez le mieux qu'il sera possible de le faire. Et comme vos enseignants vous l'ont dit, allez, soyez des sujets pensants et embrassez le sujet avec le plus d'enthousiasme possible et le plus de sincérité. On vous souhaite une belle préparation, de bonnes révisions. On vous remercie tous d'avoir suivi ce live. Vous pourrez retrouver l'intégralité en replay sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup Stéphanie pour votre témoignage riche pour les futurs bacheliers. Merci d'avoir été présente sur ce live. Merci Stéphanie, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Bon courage à tous. Au revoir.